Suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, le ministre de l'intégration régionale Mboussania Mouissi a dénoncé l'idée de violer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda 10 ans après la signature de cet accord de paix. En clôturant ce jeudi les journées portes ouvertes à l'intention de parties prenantes au processus électoral, la CENI a confirmé pour juin prochain la convocation de l'électorat pour les législatives nationales. Plus de 19 000 ménages, 200 maisons sont submergées par les eaux à Isangui et à Bagata. Vous suivrez dans quelques minutes les cris d'alarme des habitants de Chopo et de Kwilu. Une semaine après les révélations de l'inspection générale des finances sur la fraude dans la paye des fonctionnaires, FBN Bank est sommé de geler 30 comptes salaires des fossoyeurs du Trésor public sur instruction de la justice. Madame, Monsieur, merci de choisir TD50 pour vous informer. Et direction Bujumbura, où s'est ouvert ce jeudi la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba en marge du 11e sommet des chefs d'État et des gouvernements. Une occasion pour le ministre de l'intégration régionale de dénoncer l'idée de violer les principes de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda 10 ans après la signature de cet accord de paix. Après les mots des institutions garantes, à savoir CIRGL, SADC, UA et ONU, vint le tour de la prise de parole par le président sortant de la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mboussania Mouissi a débuté son speech par la condamnation des massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai au village de Kizimba, non loin de Kishanga, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale a exigé que des enquêtes soient menées pour que les coupables répondent de leurs crimes. Terrible nouvelle vient de tomber ce matin parce que cette nuit, un camp de déplacés congolais dans le Nord Kivu, dans le village de Kizimba, non loin de Kichanga, a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par leurs alliés du RDF et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. La délégation congolaise a aussitôt rappelé les engagements contraignants établis par les pays signataires de l'accord. Il s'agit des principes suivants. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Autre point soulevé par la République démocratique du Congo, sa volonté à rapatrier tous les combattants désireux de rentrer dans leur pays d'origine, conformément à la volonté du chef de l'État visant à éradiquer les groupes armés dans la partie est de la RDC. Mboussania Mouissi s'est questionné à haute voix sur l'idée de violer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda 10 ans après la signature de cet accord de paix. En bref et en images, les comptes bancaires des agents du ministère du Budget et des Finances qui s'étaient arrangés pour toucher les salaires de base chaque mois dans une dizaine d'autres ministères sont gelés. C'est ce qui renseigne une réquisition à experts adressée au directeur général de FBN Bank où ces agents étaient payés par le substitut du procureur général et officier du ministère public près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 2 mai 2023. Cette réquisition intervient quelques jours après le rapport de l'IGF présentant le manque à gagner de l'État sur la paye des fonctionnaires estimé à plus de 100 millions de dollars américains mensuellement. Je l'avais dit au sommaire, en clôturant ce jeudi, les journées portes ouvertes à l'intention de parties prenantes au processus électoral, la CENI a confirmé pour juin prochain la convocation de l'électorat pour les législatives nationales. C'est par ces mots que le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a définitivement clôturé le journée portes ouvertes en faveur des parties prenantes au processus électoral. Pour ces derniers jours, ce sont les membres du gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature et ceux de 2 chambres du Parlement qui sont à l'honneur. Parce que la CENI est résolument engagée à organiser de bonnes élections comme cela n'a jamais été vécu.
malgré que nous sommes en train de montrer à la face du monde le professionnalisme et la bonne volonté. Qui eût cru que dans 4 mois, nous pouvions organiser la révision du fichier électoral et doter des cartes à tous les Congolais. De ce fait, Marie-Josée Kapinga, secrétaire exécutif national de la centrale électorale, a présenté le déroulement technique du nettoyage du fichier électoral. La collecte des données qui s'est soldée par l'octroi des cartes d'électeurs à chacun de citoyens congolais. Et cet exercice a été fait sur toute l'étendue de la République et dans 5 pays pilotes qui ont été identifiés pour enrôler les électeurs. Au sortir de cette activité, les acteurs politiques et ceux de la société civile sont satisfaits d'avoir reçu plusieurs éclaircissements sur les processus électoraux à travers ces journées portes ouvertes organisées par la CENI. La crise de maïs que connaît la RDC ne va pas toucher les familles des militaires et leurs dépendants grâce au service national. Les camps militaires ont été inondés par la farine de maïs du service national. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, a annoncé aussi l'installation de chambres froides dans différents camps militaires pour le ravitaillement en viande fraîche provenant de fermes du service national pour les familles des militaires. En pleine période des crises des maïs sur les marchés congolais où le sac de 25 kg coûte 80 000 francs à Kinshasa et 120 000 francs en province, le service national ouvre ses cantines dans les camps militaires et policiers pour s'assurer du bien-être des enfants et épouses veuves militaires grâce à la prouesse des anciens Koulouna devenus bâtisseurs. L'opération a commencé au camp colonel Tchiachi. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik est allé s'assurer de l'effectivité de la vente des maïs à 18 000 francs, un sac de 25 kilos et les bénéficiaires sont dans la joie. Au camp Kokolo à Lingwala, camp Lufungula dans la même commune, camp Kabila à Lemba, camp Seta, camp Luano et autres, la même opération fait parler les bénéficiaires qui reconnaissent les biens du service national et de ses animateurs. Autre chose, c'est l'installation de chambres froides pour ravitailler dans tous les prochains jours les familles militaires en vivres frais venant des différentes fermes du service national. Les commandants des services nationaux nous en disent plus. Pour me permettre aussi de faire rapport à la haute hiérarchie, donc au commandant suprême, qui tient en sec, en dépit de la flambée de prix de la farine de maïs sur l'ensemble du territoire national, que les militaires, les policiers ainsi que l'heure de port bénéficient de cette denrée qui est produite au service national au même prix qu'il avait indiqué lors du lancement des cantines. Les entrepôts des services nationaux ont un stock suffisant, pouvant tenir cette opération jusqu'à la campagne des récoltes dès l'année prochaine. Et puis sachez que le gouvernement de la République est sur le point de relancer les travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Ndjili à l'arrêt depuis 2 ans. Le ministre de Transport et son collègue de l'aménagement du territoire étaient sur place pour un état de lieu. À peu près, le gouvernement congolais tient à la reprise des travaux et entend tout mettre en œuvre. Officiellement lancée depuis le 2 mai, la construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Ndjili par l'entreprise chinoise Weihe International Economic et Technical Cooperative, WIETEC en sigle, stagne. Pire encore, le chantier est à l'arrêt depuis 2 ans. Sur instruction du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guilo Andomboyo, et son collègue des transports, voies des communications et des désenclavements, Maître Marc Kilalikombo, ont effectué une visite d'inspection sur les sites pour un état des lieux, car le souci majeur du gouvernement, c'est de relancer les travaux afin de doter les pays d'un aéroport intelligent et haute définition répondant aux standards modernes suivant la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les 2 membres du gouvernement ont fait les points. Nous sommes venus faire une visite en même temps d'inspection et de constat sur l'état d'avancement de ces grands projets qui consistent à moderniser ces miroirs de notre pays. Et nous allons faire le rapport à qui des droits, mais il faut noter qu'il est vraiment question de redémarrer les travaux ici
pour qu'une fois pour toutes ce dossier soit vraiment tourné. Était estimé à 354 millions de dollars américains, dont 85% revenaient à la partie chinoise qui n'a pas déboursé un seul rond, alors que le gouvernement congolais avait préfinancé les travaux à hauteur de 20 millions de dollars, ce qui explique les blocages des travaux. Il est notamment question de la construction d'une nouvelle aérogare de 40 617 mètres carrés, des tarmacs de 74 517 mètres carrés, du prolongement des taxiways parallèles et bretelles de 68 891 mètres carrés, de la construction de viaducs de 8 000 mètres carrés, d'un parking véhicule de 1200 places et une fontaine avec la déviation du boulevard de 3 km à peu près. Le gouvernement congolais tient à la reprise des travaux et entend tout mettre en œuvre à cet effet. Le territoire d'Isangui dans la province de la Tchopo et celui de Bagata au Kwilu sont sous les eaux à cause des inondations ayant submergé plus de 19 000 ménages à Isangui et près de 200 maisons touchées à Dimalumbu dans la province du Kwilu. Situation qui inquiète les populations de ces deux parties du pays qui tirent cependant une sonnette d'alarme dans ce reportage signé Héritier Tambra. À l'instar de la Tchopo, où les inondations faisant suite aux récentes pluies ayant causé des multiples dégâts, la province d'Ikwilu n'est pas épargnée face à cette vague meurtrière qui secoue certains coins de la République démocratique du Congo. D'abord à Tchopo, des milliers de ménages sont sous l'eau à Isangui, conduisant entre autres à la fermeture de plusieurs écoles. Des centaines de champs sont signalés inondés, situation qui pourrait ouvrir une porte aux diverses maladies. Juste après les inondations de 1979, il y a eu une grande épidémie de choléra ici à Isangui. En 1987, c'était un peu moins parce que je pense qu'à ce moment-là, on avait pris des précautions. Il y avait des médicaments qu'on distribuait aux ménages et ainsi de suite aux écoles. C'est ce qui avait un peu fait diminuer la situation lors des inondations de 1997. De la province de la Tchopo au Kwilu, précisément à Dimalumbu, un quartier urbano-rural situé à 12 km du centre-ville de Bandundu. 132 maisons sont inondées et 25 autres écroulées après le débordement des eaux de la rivière Kassai qui ont quitté les lits depuis plus d'une semaine. Et signalant que le ministre provincial de l'urbanisme et habitant de la région, Joachim Koumarer, parle des constructions anarchiques déjà interdites d'occupation. Toutefois, il annonce la descente d'une équipe sur terrain pour évaluer les dégâts et proposer des solutions au gouvernement. Le réseau d'innovation organisationnelle RIESBL et son partenaire Mercycops ont organisé une session de dissémination. Objectif visé, présenter au public les résultats de l'approche espace de confiance qui a pour but de renforcer la confiance et autonomiser les jeunes. Au cours de ces assises axées sur la session de dissémination des résultats de l'approche espace de confiance, il était question pour Mercycorps et son partenaire de mise en œuvre des réseaux d'innovation organisationnelle au Rio ASBL de présenter les résultats de l'approche espace de confiance aux différentes organisations locales, nationales et internationales. À ce jour, les FSP a atteint plus de 8000 jeunes, dont 60% sont des filles. Nous avons eu de Mercycorps la possibilité de pouvoir continuer à implémenter les espaces de confiance. Ce sont des jeunes gens entre 12 et 18 ans qui s'organisent dans les espaces de confiance où ils ont des enseignements sur le leadership, sur les gens, les violences basées sur les gens, sur la question de la santé et de la reproduction et sur les espaces de vie. Grâce aux espaces de confiance mis en place par Rio, les jeunes apprennent à identifier des opportunités pour développer leur leadership et leur capacité d'écoute. Au final, identifier les alternatives pour leur avenir. Et notre souci, c'est de pouvoir continuer à aller partout en RDC si cela est possible et d'ouvrir ces espaces qui donnent des capacités aux jeunes. Maintenant, ils ont beaucoup d'atouts. Ils peuvent aussi se mouvoir. Ils peuvent aussi montrer leur leadership. Ils peuvent parler en public, comme vous l'avez vu. Ils peuvent même aborder certaines questions qui étaient jadis tabous. Du côté des participants, c'est les satisfaits. La jeunesse d'aujourd'hui est en déperdition. Nous devons nous engager tous, protéger, comment promouvoir, comment encadrer notre jeunesse parce que la jeunesse, elle est là avec nous aujourd'hui. Et c'est à elle que nous allons léguer tous nos pouvoirs. À l'occasion, les participants ont eu droit à une visite d'une exposition des photos et la projection d'un film avant de clôturer par la photo des familles.
Le directeur général AI de la SNEL, Teddy Luamba, poursuit sa mission d'inspection dans plusieurs sites à Kinshasa et à l'intérieur du pays. L'objectif est de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de plusieurs stations de desserte en électricité. Ce jeudi, il a été au quartier Kinsuka. Il se veut être un homme de terrain plutôt qu'un simple bureaucrate pour palper les réalités de la SNEL sous l'État. Loin du confort de son bureau, Teddy Luamba, DG AI de la SNEL, poursuit ses itinérances sur le grand site de la SNEL. Ce jeudi, c'est au poste de Kinsuka que Teddy Luamba est venu s'imprégner du niveau d'avancement des travaux lancés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après presque 2 ans, le poste de Kinsuka est sur le point d'être opérationnel et Teddy Luamba veut se rassurer que l'échéance sera respectée. Au fait, nous sommes en train de faire un exercice pour pouvoir relancer toutes les activités de la SNEL. Ici, vous allez constater que ce poste doit être prêt à juillet et qu'il faudra passer pour essayer de motiver les équipes, les ramener à ce qu'ils puissent être dynamiques sur le travail, parce que ce poste, vous vous souviendrez que le chef de l'État l'a inauguré, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le souci de pouvoir desservir la population. Et il est de mon devoir à faire cette veille sur la vision du chef de l'État en matière d'électricité et d'être là à tout moment pour que nous puissions conformer ces promesses avec des actions visibles. Et je suis là pour motiver mes équipes pour que nous soyons dans les targets et qu'il n'y ait pas de retard quant à ceux. Un peu bien avant, c'est à la station de Kinsuka que le directeur général AI de la SNEL avait fait le même exercice. Cette sous-station de Kinsuka qui sera bientôt alimentée par Zongo 2 car la ligne d'Inga surchargée pour l'instant ne permet pas une meilleure fourniture en électricité. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a lancé dans la soirée d'hier, mercredi, l'éclairage public sur l'avenue Elengesa, nouvellement construite sur fonds propres du gouvernement provincial de Kinshasa. C'est la concrétisation de la promesse faite par le premier citoyen de la ville aux populations bénéficiaires de cet ouvrage. Sous les cris et chansons de joie de riverains qui se sont spontanément mobilisés, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a marché sur une distance de près de 4 km pour s'imprégner de l'effectivité de cet éclairage public en communion avec la population. Pour le gouverneur de la ville, il a fallu beaucoup de volonté et de courage pour construire cette route Elengesa. Notre détermination à payer aujourd'hui, et en dépit de nombreuses difficultés, surtout financières, a fait savoir le gouverneur Jean-Tini Ngobila, qui a précisé que l'avenue Elengesa est transversale et relie 6 communes, notamment Kalamu, Giringiri, Bumbu, Makala, Selembao et Mongafula. Devant la presse, il s'est dit satisfait de voir d'abord cette route complètement construite, puis éclairée. Et pour permettre désengorgement, il y a trafic à Wanakata ville à Kinshasa. Banda époque coloniale, Bala Liboso, Namboka Nabiso, depuis 63 ans, nous là transcommunal, transversal, nord-sud et Salami. Pour sa part, la population n'a pas manqué de mots. Ah vraiment, Jean-Tini Ngobila, c'est un bon gouverneur. Jean-Tini Ngobila, c'est un bon gouverneur pour nous, les habitants de la commune de Makala. Grâce à ses efforts, nous ne sommes plus dans la brousse et notre route principale est éclairée. Rappelons que toutes les routes en construction dans la ville bénéficieront de l'éclairage public dans le cadre du programme de réhabilitation de l'éclairage public dans la capitale initié par l'exécutif provincial, à en croire Jean-Tini Ngobila. Le directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbouyi, a pris part à la 7e édition du Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale (OSIAN), organisé du 25 au 28 avril dernier au Palais de Congrès de Brazzaville en République du Congo. Innovons pour progresser dans le but de partage d'expériences des pays d'Afrique centrale, c'était le thème de cette 7e édition. Après la cérémonie de lancement le 25 avril par Anatole Makosso, le premier ministre du Congo-Brazzaville, en vision-conférence, les organisateurs ont suivi à la lettre les programmes de l'événement qui avaient pour finalité primer les projets innovants dans le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Le DG du FSPEJ a visité différents stands
À l'issue de la cérémonie officielle, au deuxième et troisième jour de travaux, Joseph Mbouimou Kendi a été parmi les membres du grand jury pour coter les jeunes entrepreneurs dans la présentation de leurs projets. 37 jeunes venus de pays de l'Afrique centrale ont participé à ces concours. 10 ont été sélectionnés pour les derniers tours. Et c'est seulement 3 jeunes qui ont été retenus comme meilleurs. Le premier est de la République du Congo, le deuxième vient du Gabon et enfin, le troisième vient de la RDC. Il s'agit de Josué Chilumba, CEO de Joedi Startup. Au-delà d'une enveloppe financière, les 3 meilleures startups bénéficient d'un voyage d'expérience et de contacts aux États-Unis d'Amérique. C'est une occasion pour encourager l'innovation. C'est une occasion pour mettre dans la tête de chacun de nous qu'il faudrait innover pour progresser. Et qui donc s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour ne pas progresser? Il n'existe pas. C'est une joie de voir l'essence et l'enthousiasme que la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise est en train de prendre. Il faut rappeler que plus de 220 projets ont été soumis au jury et la première étape de la sélection n'avait retenu que 37 projets start-up des jeunes. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy, s'est entretenu avec une délégation mixte des GDA Commissariat Général à l'Énergie Atomique, conduite par son numéro 1, Steve Mwanza. Cette délégation est allée informer à l'autorité provinciale de l'installation au poste frontalier de Kasumbalesa en premier lieu, puis sur toutes les routes de sortie de la province vers l'extérieur du pays, des détecteurs automatiques dans le but de décourager les trafics de minerais radioactifs. Reportage de Jean-Marc Nkolo. Bientôt, des détecteurs automatiques des radioactivités seront implantés aux différentes frontières à travers la province du Haut-Katanga. La phase expérimentale sera faite à la frontière de Kasumbalesa. Le but est de lutter contre les trafics des minéraux radioactifs sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. L'information a été portée à la connaissance du vice-gouverneur de province Jean-Claude Canfoy Kimimba ce mardi 2 mai 2023 par le commissaire général à l'énergie atomique Steve Mwanza Kamunga. Nous avons fait le voyage, l'aller-retour jusqu'à Kasumbalesa aujourd'hui et nous avons rendu compte à son excellence de ce projet avec un peu plus de détails techniques et même stratégiques par rapport à la problématique à laquelle c'est censé répondre. Et la problématique en question est le trafic illicite de matières uranifères dans notre pays. Ce projet est à la phase technique après plusieurs mois de négociations avec le gouvernement congolais, ce qui est promettant. À l'allure où vont les choses. Nous sommes à peu près arrivés, je dirais, à peu près à une conclusion au niveau des études techniques. Il faut maintenant rédiger un rapport qu'on va remettre au gouvernement en demandant son aide pour le financement, disons, du premier démonstrateur, du premier système de portique qui équipera la frontière avec la Zambie. Toutefois, l'implication des autorités provinciales s'avère indispensable pour la réussite totale du dit projet, a dit le commissaire général à l'énergie atomique. L'association Tanganyika Union s'insurge contre les propos discourtois d'un fils du Katanga à l'égard du directeur du cabinet du président de la République, Guilain Nyembo. Cette association met en garde celui qui s'autoproclame roi du Katanga et prend à témoin la fondation katangaise à propos de cette énième provocation. Nous, membres des associations socioculturelles du Tanganyika, réunis au sein de l'association dénommée Tanganyika Union, en sigle UTANG, tenons à protester vigoureusement contre les propos discourtois d'un fils égaré à l'encontre du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo, ce Katangais valeureux originaire de la province du Tanganyika. Il s'est permis d'aller insulter publiquement M. Guilain Nyembo dans son territoire d'origine à Kongolo. Lui qui prétend avoir au moins fait des grandes réalisations, qu'a-t-il fait dans sa circonscription électorale de Likasi ou encore dans son terroir naturel du Haut-Lomami? Rien du tout. Eu égard au danger de ces discours de haine, de calomnie et acharnement, l'association Tanganyika Union prend à témoin la grande et respectueuse fondation katangaise sur les conséquences de ces égarements de son fils. Voilà pourquoi nous félicitons le silence du directeur de cabinet et de tous les fils et filles du Tanganyika qui, malgré ces injures plusieurs fois répétées,
n'ont pas réagi. Lutang déclare: ce fils égaré est désormais personne non grata dans le Tanganyika. Adresse un avertissement sévère au nouveau roi autoproclamé du Katanga de cesser immédiatement cette mésaventure. Réaffirme son soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son honnête, intègre, loyal et courtois directeur de cabinet, Guilhem Nyembo, digne fils du Katanga. La députée provinciale Marikiette Mutinga a procédé ce jeudi à la sensibilisation de toutes ces bases de la commune de Lantiélé à soutenir sans condition les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette dernière n'est pas partie main bredouille dans sa gibecière de panne et des machines à coudre. C'est sous un soleil accablant que la députée provinciale élue de Lancelé, Marikiette Mutinga, s'est rendue au quartier Terre Jaune dans la commune de Lancelé pour visiter et redynamiser ses bases. Devant une marée humaine débordante, cette dernière a réaffirmé le soutien total et indéfectible du PDG et de l'ONG qu'elle pilote aux actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazalaki na Kalemi, nazalaki na Kolwezi, na ke Kasai, na Kananga, na ke Goma, na ke Bunia, na Tamboli, na moni musala oyo, chef de l'État azosala. Peu avant de quitter Terre Jaune pour Njili Komaf, Marikiette Mutinga a remis un lot de 1200 pièces d'étoffe et 15 machines à coudre, dont du coordonnateur Didier. Njili Komaf, la députée Marikiette, a reçu les soutiens de l'ASBL Synergie Maman Mutinga pour Sekomaf et la dynamique des mamans maraîchères. Et sur place, plusieurs doléances lui ont été soumises. Les femmes et enfants vivant avec handicap dans ces milliers traverse de multiples difficultés. Soucieuse de l'amélioration des conditions de vie de la population, la députée Marikiette Mutinga promet d'y travailler avec bien sûr l'implication de la population concernée pour des solutions durables. En international, au lendemain d'une attaque de drone sur Moscou, la présidence russe a fait savoir ce jeudi matin que Vladimir Poutine travaillait dans l'enceinte du Kremlin où la sécurité doit être renforcée. Une attaque qui porte, selon le Kremlin, la marque de l'Ukraine et des États-Unis qui démonte toute implication. La présidence russe a accusé les États-Unis d'avoir commandité l'attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin. Attaque que Moscou a déjouée la veille pour la Russie. Il s'agissait d'une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. L'attaque a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Les deux drones qui visaient le Kremlin ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radars. Pour la Russie, les décisions concernant de telles attaques ne sont pas prises à Kiev, mais à Washington. Dans son communiqué, le Kremlin dit que le président n'a pas été blessé, alors que parallèlement, son porte-parole Dmitry Peskov avait affirmé aux médias russes que Vladimir Poutine n'était pas sur place au moment de l'attaque. De son côté, Kiev avait nié toute implication dans cette attaque. L'Ukraine dit ne rien avoir avec l'attaque de drones sur le Kremlin, alors que son président continue lui des déplacements en Europe. En effet, avant de se rendre aux Pays-Bas, Zelensky a également fait un bond par Helsinki mercredi où se tenait un sommet régional de pays nordiques. Mais ce jeudi, des explosions ont été entendues aux premières heures à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine. Une autre personnalité s'est invitée dans ce nouveau débat lors d'une interview accordée mercredi aux médias britanniques. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, de nouveau candidat pour la prochaine présidentielle, a assuré qu'avec lui au pouvoir, la guerre en Ukraine serait réglée en 24 heures. Si j'étais président, je le dis, je mettrais fin à cette guerre en une journée. Ça prendrait 24 heures. Je connais bien Zelensky, je connais bien Poutine. Ça serait facile. Cette négociation serait facile. Ça tient beaucoup à l'argent, avait-il dit. Prenons le rappel des titres. Suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, le ministre de l'intégration régionale Moussa Nyamwisi a dénoncé l'idée de violer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda 10 ans après la signature de cet accord de paix. En clôturant ce jeudi les journées portes ouvertes à l'intention de parties prenantes au processus électoral, la CENI a confirmé pour juin prochain la convocation de l'électorat pour les législatives nationales.
Plus de 19 000 ménages, 200 maisons sont submergées par les eaux à Isangui et à Bagata. Vous avez suivi dans ce journal le cri d'alarme des habitants de Tchopo et de Kouilou. Une semaine après les révélations de l'Inspection générale des finances sur la fraude dans la paye des fonctionnaires, FBN Bank est sommé de geler 30 comptes salaires de fossoyeurs du Trésor public sur instruction de la justice. C'en est fini avec ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'infos, rejoignez-nous dans Banamboka Congo via YouTube. L'actualité reste incontinue. « 40 jours après le décès de leur épouse, mère, sœur, fille et petite-fille, Assina Kitumba Assina Matembo, les familles AGH Matembo Toto, Abadkan, Chumba Kalumbu, ainsi que les communautés Luanzola Mikuba, vous invitent à rehausser de votre présence à la messe qui sera dite en mémoire de l'illustre disparu. Le programme se présente comme suit. À Lubumbashi, samedi 6 mai 2023, à 14h30, la messe d'action de grâce en la paroisse Regina Mundi au collège Imara. 16h30, vers d'amitié dans la salle du collège Imara sur l'avenue Mamayemo en face du bâtiment cadastre. À Kinshasa, dimanche 7 mai 2023, 14h30, messe en la paroisse Sainte-Anne, référence Gare Centrale. 17h30, vers d'amitié à Béatrice Hôtel. Votre présence nous sera d'un grand réconfort. Pour la famille, son excellence AGH Matembo Toto, questeur de la CENI.